Voilà, voilà, le générique de l'émission. Bienvenue dans l'émission et bien sûr animé par Pascal et moi-même, deux super coachs en neurosciences motivationnelles, bien sûr. Donc on va passer une petite demi-heure ensemble, avec l'invité spécial que tu nous as concocté, Pascal. Donc je te laisse la main pour la suite. Ah non, je suis pas d'accord, on n'a pas dit ça. Vas-y, fais-le. Vas-y, allez, assume. Vas-y, comme ça, pas de blague. Ah C'était le signal. C'est le passage de main. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième émission de l'émission. Voilà. Aujourd'hui, invité super spécial, c'est une grande amie. C'est une femme que j'admire énormément, moult fois pour 20 raisons au moins. Elle s'appelle, je vais vous dire ça après, juste vous dire un petit peu. Quand elle avait, je crois que c'est 9 ou 10 ans, le prof convoque les parents pour dire votre fille, en fait, elle ira pas très loin. On va essayer d'en faire peut-être une femme de ménage avec du bol, mais sans plus, quoi, en fait. Voilà. Donc, le truc, en fait, c'est qu'elle n'était pas destinée, en fait, à devenir la femme qu'elle est, en fait. C'était compliqué pour elle au début. Et c'est devenu elle est multimillionnaire. Hein. Elle a eu plusieurs centaines de bonhommes en dessous d'elle à gérer. Aujourd'hui, elle dirige plusieurs centres de formation, tous axés autour de tout ce qui est développement personnel. Et voilà, c'est une femme très chère à mon cœur. Je vous présente Maïté Quintana. Elle arrive, Maïté. Attention, messieurs, dames. Toujours avec nos grands effets spéciaux. Ah mon Dieu! Salut Maïté. Les effets spéciaux, c'est à moi toute seule, tout va bien. Alors, Hicham et bien sûr notre Pascalou. Tu ne peux pas écrire Pascal comme tout le monde, c'est pas Dieu possible. Oui, c'est Pascalou. C'est pas Dieu possible. Alors, bougez pas, je vous redimensionne sur mon écran parce que sinon, vous allez prendre la moitié du bazar. C'est pas la taille qui compte, c'est pas grave. C'est ça. La taille se règle toujours dans un lit, tu le savais? Voilà. On a le même problème avec l'ego. Dès qu'il y a quelques hommes qui se mettent à faire du business ou autre, on se retrouve toujours avec un truc. Je leur explique toujours que ça se règle pas là. C'est pas approprié. Merci déjà d'être parmi nous. Pour le coup, enchanté de faire officiellement ta connaissance. Avec plaisir. Je vais éviter de te poser les questions classiques de présente-toi. Il se trouve que j'ai passé un certain temps à regarder un certain nombre de tes vidéos et où à chaque fois on te demande de te présenter et à chaque fois effectivement c'est quelque chose d'assez redondant. Donc j'invite plutôt les gens à aller chercher par eux-mêmes en quelques minutes pour ce qui va être de ton parcours. Ce que j'aimerais te demander pour commencer, parce qu'on se retrouve aujourd'hui entre autres pour parler par la suite d'une de tes spécialités qui est l'ikigai, de savoir qu'est-ce que toi tu as envie de nous dire sur ton parcours au-delà de ce que tu as déjà pu présenter et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être parmi nous. Alors, je vais prendre la dernière question parce que comme je suis multi-10, je n'ai pas mes souvenirs des premières. Donc, que les choses soient claires. Je suis là aujourd'hui parce que Pascal m'appelle et il me dit « Waouh, ça serait sympa qu'on continue à s'amuser et qu'on fasse un petit webinaire ensemble. Il faut que je te présente mon poteau Hichem et là, on va juste s'éclater. Et tu sais quoi, tu vas partager ce que tu sais faire de mieux. » Je me suis dit « Ok, allez, faisons. » Des crêpes, c'est super bien de faire des crêpes. Oh, tu parles. Après, voilà, c'est un peu le motif de ma présence aujourd'hui où voilà, j'ai trouvé un petit emploi du temps qui a fait que je peux passer ce petit temps avec vous. Après, pour ce qui est de mon cursus et pourquoi, moi, très simplement, je pense que j'incarne réellement ce que c'est que l'ikigai. L'ikigai, c'est vraiment de donner du sens à sa vie. Et moi, j'ai passé ma vie, dès que je trouvais en tous les cas un bout de sens, à repartir ou quand j'en avais fait le tour, à essayer de trouver… en tous les cas, la flamme et de m'animer sur des projets qui avaient du sens pour moi, qui avaient bien entendu un aspect financier, parce que l'aspect financier a quand même du sens pour moi, que les choses soient claires. Voilà, je suis une femme vénale. Ça veut dire que je suis pas vénale au sens où je peux vivre avec un homme pour son argent, mais j'ai une capacité de transformation qui est la mienne et qui me donne cette autonomie de pouvoir choisir la vie que je veux. Ça, je suis d'accord. Et dans les oui, merci. Dans les citations qui reviennent que tu as partagées en général, c'est on est tous les héros de notre vie, on vit qu'une fois, du coup, pour le coup. Et sur ce besoin, je ne peux pas utiliser des trop grands mots, mais ce besoin d'autodétermination que tu as face à l'adversité,
Et en quoi l'ikigai t'a aidé sur le coup de trouver ta mission de vie et d'aller dans cette direction-là? Alors, l'ikigai ne m'a pas aidé à activer ma clause de résilience. C'est ce qu'on appelle la détermination lorsqu'on est face à un accident de vie ou à quelque chose d'assez violent émotionnellement qu'on n'a pas pu. Sur le moment, on n'arrive pas à gérer, il faut trouver une force. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est notre capacité à pouvoir surmonter ça et en faire une force. L'ikigai ne m'a pas aidé pour ça. Ça, c'est quelque chose que nous avons tous, que nous activons ou pas. On a le choix ou de rester dans un rôle de victime. Alors, quand je dis victime, c'est facile à dire, hein, ça a l'air comme ça, parler comme un livre, mais ça veut dire qu'on est soumis à cette situation et on la vit. Et la deuxième phase, c'est une fois qu'on a vécu notre tristesse, notre mélancolie, ou en tous les cas, tirer l'enseignement de cette situation-là, on va en faire une force, en tous les cas, un enseignement qui va nous permettre de pouvoir nous focaliser et décupler, en tous les cas, notre mindset pour en faire quelque chose de positif. Typiquement, la résilience, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est le Covid. On est tous en plein confinement. Il y a des milliers et des millions d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui à résidence, qui ne peuvent pas non seulement travailler, mais en plus de ça, qui ont peut-être eu la malchance de prendre il y a quelques mois des décisions d'achat, d'investissement ou autres, et qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Moi, je pars du principe que le confinement ne m'appartient pas. C'est quelque chose avec lequel je vis, mais je ne tiens pas à me l'approprier et en tous les cas vivre avec pour ne pas, en tous les cas, contaminer mon cerveau, ma façon de fonctionner. C'est juste une contrainte supplémentaire sur laquelle il faut trouver, il faut se réinventer, il faut trouver des solutions pour contourner ça. Et toutes les personnes qui arriveront à faire ça pourront en tous les cas se dire « Waouh, en tous les cas, j'ai tiré mon épingle plus ou moins bien. » Ce n'est pas le problème. En tous les cas, j'ai contourné, je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée chercher des solutions, adaptées ou pas, on s'en fout. Et c'est là où je trouve que le moment est beau, c'est ça déplafonne les croyances en se disant « non, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas bien ». Un petit exemple, moi je fais de la formation sur une de mes structures et j'ai un client là, qui est une chaîne hôtelière qui me dit « Mais écoute, tu sais Maïté, les femmes de chambre n'ont pas d'ordinateur, etc. » Je dis « Elles ont une télé. » Oui. Oh, mais très bien, je vais leur faire livrer un Chromecast avec un tuto et de là, ils vont pouvoir de leur téléphone projeter sur la télé et on va continuer à faire son travail. Tout ça, c'est aujourd'hui, quand on le dit, ah ben oui, c'est logique. Sauf qu'il y a 3 mois, quand on démarre sur le confinement, tout le monde est là en disant, on ne peut pas faire sur une certaine cible, on ne peut pas faire en salle, on ne peut pas faire… Voilà, tout a une solution. Il faut juste se déplafonner, s'ouvrir la créativité et se dire que finalement, il y a des solutions pour tout puisqu'il y a des problèmes pour tout. Donc, dans l'absolu, pourquoi faire autrement ? J'ai une question. Dis-moi si je me trompe. Donc, quand tu as, quel est ton diplôme? Déjà, voilà, je veux pas me tu as un diplôme de secrétaire, c'est ça? Oui. Comment est-ce qu'on fait? Parce que je te connais, moi, depuis 2006, c'est ça? Ça fait 14 ans que toi et moi, tu as fait une tueur en 2006. Il faut savoir que Maïté, elle a est-ce que je peux te donner est-ce que je peux donner à l'antenne ton surnom de l'époque? Oui, tu peux. Parce qu'on n'était pas dans là, la Maïté que vous voyez là, elle est souriante, elle est cool et tout. Et il faut savoir que j'ai fait partie de ces équipes commerciales-là. Et il y avait 2 entrées comme ça, quand on rentrait chez Booster. À droite, il fallait passer devant le bureau de Maïté, où la porte était tout le temps ouverte. Et à gauche, c'était un poil plus long pour aller jusqu'à mon bureau, mais je prenais toujours à gauche et tout le monde prenait à gauche, parce que Maïté, on l'appelait le dragon. Voilà, parce que si elle te chope, c'est pas possible. Tu risques de mal finir ta journée. Et voilà, Maïté, gros tempérament à l'époque, gros tempérament, là maintenant, elle est cool et tout. Là. Et je te connais depuis 2006. Mais le truc, c'est comment est-ce qu'une demoiselle qui, au niveau des diplômes, elle a vraiment des diplômes de base, comment est-ce que tu fais pour qu'en 2006, donc tu as à ce moment-là 36 ans, comment tu fais par exemple, de tes 12-13 ans à arriver à tes 36 ans, à cette espèce de nana qui gère l'une des plus grosses boîtes du sud-ouest de France, Booster, avec des centaines de commerciaux en dessous d'elle, qui prend des parts de marché à Orange, à Coca-Cola, à Microsoft, à Canal+, alors qu'il y a des boîtes à Paris, tout le monde, c'est l'entre-soi à Paris, tout le monde se file des trucs. Comment t'as fait toi pour arriver avec ta griffe comme ça, pour essayer de choper des trucs et avoir une boîte qui faisait, je crois que c'est 20 millions que faisait le budget de Booster à l'époque. Un peu moins, mais en fait, il faut revenir avant le diplôme. L'important, ce n'est pas tant le diplôme. L'important, c'est dans le milieu social où j'ai évolué, puisque moi, je fais partie des 80% des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je ne sors pas d'un milieu social très élevé. Mon père était maçon.
Ma mère l'aidait sur les chantiers et s'occupait de nous. Donc, voilà, on est dans une caricature un peu, je dirais, standard du français moyen. Je suis d'origine immigrée espagnole, donc mes parents sont venus il y a quelques années maintenant rejoindre la patrie de la France et je suis née en France. Le côté positif et négatif, c'est devenu positif, mais au moment où je le vis, il est extrêmement négatif, c'est que je vais à l'école et je ne comprends pas ce qu'on me dit. Pas que je ne comprenne pas la langue, mais je ne comprends pas le fonctionnement de l'éducation nationale, toutes ces matières et tous ces apports que l'on me donne avec des devoirs à faire, etc. Beaucoup plus tard, je me rends compte qu'après des tests, je suis dyscalculique, dyspraxique et dyslexique. Donc, c'est la totale. Hein. C'est les chiffres, les lettres et le corps. Tout va bien. Hein. Avec ça, je pars avec ça. Et je suis atteinte de TDAH, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Mais de là, voilà, je passe mon primaire, tant bien que mal, je fais ma 6e, ma 5e, la 2e fois la 5e, et puis au bout de la 3e, bien entendu, mais les instituteurs disent à ma mère qu'il faut que je retriple la 5e. Et là, ma mère se dit, elle me regarde, elle me dit, c'est pas possible, tu vas pas passer 10 ans en 5e. Et c'est là où je pars, en fait, dans une école de secrétariat. Et là, je découvre en fait ce qui est la vraie vie. Ça veut dire que je découvre beaucoup de chance. Ça aurait pu être, j'avais le choix entre coiffeuse et secrétaire. Moi, je voulais être coiffeuse parce que je trouvais qu'elles étaient toutes belles et moi, j'avais un faciès hyper ingrat. Donc, je me disais, bon, allez, dans ma petite croyance de jeunesse, je me suis dit, bon, allez, 13 ans, tu fais coiffeuse, ça va bien le faire. Puis moi, je trouvais que ça avait beaucoup d'utilité auprès de la famille. Ça veut dire que je pouvais couper aussi les cheveux de toute la famille. Donc, quelque part, je mettais ma part à l'édifice. Ça pouvait être sympa. Mon père en a décidé autrement. Il m'a dit, non, société de maçonnerie, tu vas taper les devis, ça va bien se passer. On va t'acheter une petite machine et puis tu vas faire secrétariat. Et c'est comme ça que j'arrive dans le milieu de secrétariat où je découvre, d'une part, taper à la machine. Ça, c'était déjà du manuel pour moi. Hein. Et tout le monde me disait, non, mais tu dois faire un boulot manuel parce que tu n'es pas du tout intellectuel. OK. Et là, on dépose une des croyances les plus importantes chez moi, c'est que je pense que je suis une manuelle, je ne peux faire que des choses qu'avec mes mains et non pas avec mon cerveau. Je découvre aussi tout ce qui est la sténo, donc j'apprends un autre langage à écrire. Donc, pour ceux que ça parle, c'est vraiment ce qu'on appelle maintenant la prise de notes rapide. Et je découvre une activité. Je dis bien une activité, c'est même pas une matière. Pour moi, c'est une activité, c'est les études de cas. Pendant 3 heures, on te disait, voilà, tu es secrétaire d'une boîte, tu gères des boîtes de conserve, et là maintenant, tes boîtes de conserve, elles ont une date de péremption, il y en a X par palette, et tu dois les faire livrer combien de jours, machin, etc. Et pendant 3 heures, tu faisais un vie ma vie, le super poste. Et là, moi, j'ai adoré faire ça. J'adorais toutes les semaines, c'était vraiment, et j'avais des notes incroyables, puisque c'était… Et là, j'ai une vraie révélation en me disant, mais finalement, l'enseignement scolaire, comme on l'entend, a du sens du moment où nous, on arrive à en trouver un sens. Et ça a été le deuxième enseignement, c'est de me dire, là, finalement, puisque j'avais 20 de moyenne en sténo, alors bien sûr, j'avais toute la partie économie juridique, mais je trouvais ça passionnant parce qu'on était vraiment dans un écosystème professionnel, même si c'était du factice, c'était du fuck, mais j'adorais ça. Et c'est comme ça que j'essaye à la sortie donc, de mon diplôme, donc je suis la plus jeune diplômée de France à l'époque, à 16 ans, je sors avec mon CAP, mon BEP. Comment je vous dis pas, j'étais fière, premier diplôme, waouh, la fille est totalement alignée, sauf qu'elle se promène en vélo. Parce qu'elle n'a pas le permis, hein, donc voilà, donc elle se dit, finalement, je vais aller faire mes études de psy, parce que toujours passionnée par la nature humaine, etc. Et là, on m'explique que le processus est long, et je re-rentrais dans un cursus très studieux, et là, ça me faisait moins rire. Donc, je décide d'aller travailler, c'est comme ça que je rentre dans une société d'électrification à l'époque. Et là, porter le café, taper les devis de facture avec 3 carbones, et répondre à des téléphones qui sont énormes. Hein. Je vous raconte ça, et ce n'est pas la préhistoire. Pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, j'ai fait la semaine dernière 51 ans, donc c'était il n'y a pas longtemps, mais c'était vraiment encore dans ce transforme de vie. Et je me suis dit, ça ne va pas être possible, je ne vais pas pouvoir porter le café comme ça, en tous les cas, me faire ce côté résigné. Et c'est comme ça que je commence à rentrer dans le marketing de réseau. Et là, je découvre la vente. Et là, je me dis, mais ça, c'est fait pour moi. Et je commence à tricoter dans la vente, le marketing de réseau, une structure et une autre. Et je me dis, mais waouh. Et j'ai un pote qui me dit, ça serait bien que tu fasses de la vente. Ah bon ? Et je suis une formation dans un centre de formation à l'époque où, alors ça faisait déjà 2 ans que je traînais dans la vente, où je fais une formation et je me rends compte que le formateur est moins calibré que moi, malgré mon jeune âge. Ça veut dire que moi, je viens de faire 18 ans. Et là, je suis en train de lui donner des apports à chaque fois en lui disant « Ah oui, mais non, mais bon, il y a cette… » Et là, le gars, il me chope un soir, au bout d'une semaine, il me dit « Ça serait bien que tu arrêtes de m'interrompre. » Ah bon, d'accord, ok, je ne savais pas, je croyais que c'était…
je partage. Non, moi, je vous donne les enseignements. Ok, d'accord. Et là, je commence à subir de nouveau ce côté où la haute autorité vient t'expliquer la vie, sauf que derrière, on n'essaie pas de la modéliser avec ce que toi, tu es réellement et comment tu pourrais le faire en tous les cas. Et ça me dérange un peu. Donc, je finis malgré tout quand même mon module et c'est là où je commence à partir vraiment dans la vente où je me sens un peu assise. Je me dis, bon, voilà, quoi, j'ai un diplôme, enfin, j'ai fait une certification de formateur, de commercial, mais ce n'est pas ce qui fait que j'ai eu un déclencheur. Le déclencheur, c'est que comme je partais à moins 50, je n'avais rien à perdre. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Ça veut dire que je n'ai jamais été inquiétée ou même sollicitée par l'extérieur, la position sociale, ou ce que pouvaient me représenter les autres ou comment ils me voyaient. D'ailleurs, Pascal, toi qui me connais bien, tu sais très bien que voilà, il n'y a pas plus pichonne que moi quelque part. Quand je m'en vais même, on me dit souvent, tu ne vas pas sortir comme ça dans la rue acheter ton pain. Je ne sais pas si vous avez vu les chaussures rose fluo de Maïté, mais c'est quelque chose. Voilà. Mais bon, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire écraser quand tu es piéton. On ne voit que ça. Mais voilà, c'est mon côté où je n'ai jamais travaillé pour mon ego. En tous les cas, pour le nourrir par rapport à une position sociale, je m'en suis toujours servi plutôt pour mettre un prix à côté de mon cerveau et de ma compétence. Comment tu résumes ce point, en fait? Tu es en train de me dire, grosso modo, tu n'avais rien à perdre, donc tu as fait feu, en fait, c'est ça? J'oublie que j'ai rien à perdre, donc en fait, c'est comme dirait, tu sais, dans les bronzés, oublie que tu n'as rien à perdre, voilà, oui. Vas-y, fonce. Mais c'est ça la vente aussi. Hein. La vente, c'est aussi se dire que tu prends une veste, mais ce n'est pas grave. Et faire des choses, c'est ça. Il y a un échec et ce qu'on appelle socialement un échec, mais l'échec, fuck, quoi, c'est bullshit tout ça. C'est juste que s'il n'y avait pas d'échec, on serait des benets, on serait à se promener avec des tuniques blanches et je dis toujours avec des tongs en lanière en cuir, même en plein hiver, parce qu'on n'aurait pas eu activé la résilience, on n'aurait pas d'enseignement, on ne serait pas construit, on serait tous avec paix amour. Mais quel est l'intérêt? Et j'entends bien. C'est pas comme ça la vie. En tous les cas, dans la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est se battre, c'est se donner les moyens de réussir et se dire que quelque part, quoi que pensent les autres, très bien, ça leur appartient. En tous les cas, notre perception, c'est la nôtre. Là, Maïté, enfin, vas-y, Michel. En fait, on est en direct, Maïté, aussi dans un groupe pour le coup. Donc, tu as des personnes qui posent aussi certaines questions. Je vais t'en poser une entre autres. Et puis, pour d'autres, je les poserai à la fin pour ne pas te couper non plus dans ton déroulement. Mais par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait de rien avoir à perdre, il y a Fred qui demande, c'est quoi alors la question à se poser en cette période de confinement en tant qu'entrepreneur pour passer cette période? Est-ce que déjà, un des premiers retours que tu fais, c'est oublier que vous avez quelque chose à perdre, vous n'avez rien à perdre, ça c'est une première étape. Et ça serait quoi la suite pour toi, Maïté? Moi déjà, si j'étais entrepreneur, que je venais de démarrer une activité il y a 6 mois, 1 an, la première question que je me poserais, c'est est-ce que réellement, là où je suis à ma place? Voilà, je fais un premier bilan. Je me dis, ok, j'ai passé 1 an, est-ce que tous les voyants au vert en enlevant le début du premier confinement, est-ce que c'est quelque chose qui faisait que je gagnais ma vie correctement et je suis à ma place? Est-ce que je me sens là où il faut? Ça, c'est la première chose. La deuxième réponse au oui, très bien. Comment je contourne ce confinement aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut continuer à manger, il faut continuer à payer ses frais. Quels sont aujourd'hui les métiers qui sont encore en pleine effervescence ou même en double production? Et on le voit, on a des modules d'HTC, High Ticket Closer qui se mettent en place pour les commerciaux. On a des voix off qui se mettent en place. Bref, le tout, c'est pas de se dire qu'on va s'humilier si demain matin, on stoppait notre projet et on en fait. Et voilà, on est tous, quel que soit le grand dirigeant aujourd'hui, on est tous à se poser la question, à se dire, est-ce qu'on ferme les structures? Est-ce qu'on les gèle? Moi, j'ai encore mis à l'étranger 2 sociétés en sommeil la semaine dernière parce que je sais pertinemment que le business ne fonctionnera pas et ça jusqu'au printemps prochain. Donc, je les mets en sommeil et je gère comme ça aux urgences et à celles qui ont la capacité de se déployer. Et il faut faire pareil avec ses compétences. Ça veut dire que si on est un peu doué à faire encore une fois de la voix off, faire des montages vidéo, faire des choses comme ça, mettez-vous community manager si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court. Hein, personne ne va venir vous requalifier aujourd'hui en vous disant « mais attendez, là je ne comprends pas, vous êtes en train de facturer des choses qui ne sont pas nomenclaturées sur votre cabis. Hein. » Mais non, je veux dire, nous sommes en période de crise et il faut trouver des solutions. Donc ces solutions, ça veut dire aussi se retourner, garder ce jeu de jambes agile professionnel où on se dit, il faut surfer. Moi, j'ai toujours une image qui est
Et ça, quand je dis ça à mes clients, ça les fait toujours mourir de rire, c'est que je suis sur la plage assise et j'ai ma planche de surf qui est plantée. Et je suis toujours en train de regarder les vagues qui viennent au fond. Là, aujourd'hui, il y a des vagues qui viennent. On a pris un tsunami, les vagues recommencent à venir. Il faut rester en alerte. Il y a des choses à faire. Tout n'est pas bloqué, tout n'est pas mort, ce n'est pas vrai. Moi, on m'a raconté en début de semaine, c'était hier, un gars qui a un hôtel, donc bien sûr, le taux de remplissage, il est nul, et voilà. Et au lieu de fermer, il a transformé toutes les chambres en espace coworking. Il se fait plus de ronds, le type, que quand il fait c'est la location de ses chambres, parce qu'il a moins d'employés, il a moins de choses. Et il a su rebondir. Alors, vous me direz, ouais, mais enfin bon, ok, c'est un hôtel. Ça, c'est nos croyances sociales. Parce que tu es un hôtel, tu dois faire qu'hôtel. Mais là, aujourd'hui, on a tous une chance extraordinaire. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Qui va venir nous juger alors que nous sommes en train de tirer notre épingle du jeu et d'activer une résilience pour pouvoir manger, pour pouvoir payer ses frais et peut-être sortir un nouveau business qui, dans 6 mois, 1 an, aura une vraie légitimité à fonctionner peut-être mieux que celui que l'on avait. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Maïté, Maïté, c'est quelqu'un qui a l'IPNAS, la formation, tu as l'Ikigai, tu as combien d'écoles de formation, grosso modo? Alors. Juste comme ça, là, pour vite fait, en fait, pour juste donner, en fait, pour après, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Mais là, grosso modo, tu as combien de titres de formation? Alors, c'est même pas une titre de formation. J'ai un fonds d'investissement privé. Je fais je fais en guise de business angel. J'ai un centre de formation où à l'intérieur, j'ai déposé un format d'apprentissage qui s'appelle la méthode NAS, qui permet d'apprendre d'abord sur sa connaissance de soi. J'ai le centre international de l'Ikigai, j'ai le centre Letbis, qui est la libération en fait des émotions. On va nettoyer les phobies, les peurs et les blocages. J'ai l'école MQ, qui est une école de coaching en changement rapide. C'est la seule aujourd'hui en France. Qui fait que je fais la transmission en termes de formation, un peu comme les manouches avec les morceaux de musique. On s'enferme un peu, pas dans la caravane, mais dans un webinaire avec une déco de caravane. Et là, je transmets ma compétence pour pouvoir accompagner des dirigeants politiques comme je le fais ou des chefs d'entreprise. J'ai un autre label qui est le French Campus d'Excellence, qui est un module qui permet de s'implémenter dans les écoles où on va venir sous forme de licence, apporter un support supplémentaire, donc l'entrepreneuriat pour les jeunes, donc dans les écoles et dans les CFA, tout ce qui est la partie savoir-vivre, savoir-être, enfin bref, toute la partie conférence, toute la partie que l'on ne retrouve pas aujourd'hui dans l'éducation nationale. Et je crois que pour cette partie-là, on est bon. Voilà, et ce que je voudrais dire en fait… excuse-moi. Pardon. Et l'IPNAS, qui est l'Institut pédagogique neuro-assimile, qui est le Amazon de la formation où les formateurs viennent déposer des formations et moi je les héberge avec mon Datadoc, le plateau à Nantes qui permet de faire toute la partie convention, etc., les community managers et toutes les équipes qui sont liées au centre. Et ça, on va en parler parce que je viens juste d'avoir une idée là. Hop, là, je marque IP pour IPNAS. On va en parler juste après. Ce que je veux juste en fait que les gens qui nous écoutent en fait ou qui nous regardent comprennent, c'est que Maïté en fait, elle a fait énormément d'oseille. Par exemple, avec Booster Game qu'elle a revendu, qu'elle a machin et tout dans un autre domaine. Et là, en fait, elle s'arrête pas et elle est tout le temps en train de créer. Maïté, elle est tout le temps en train de créer. Hier, j'étais en formation avec elle pour la formation HTC IT 4 et le délire en fait, c'est qu'elle est tout le temps en train en fait de rebondir. Et si Maïté, est-ce que je peux te demander combien est-ce que tu as eu d'échecs en gros, sans pour autant les dire combien tu as eu d'échecs sur les 2 dernières années? Combien de boîtes en fait se sont pris une carte? Les 2 dernières années, j'ai… Grosso modo, attends, un échec, on va dire un truc qui te coûte au moins 5 000 €, ce qui pour nous, mortel, simple mortel, ça coûte une couille. Mais voilà, grosso modo, voilà, combien de fois est-ce que tu as perdu au moins 5 000 €? C'est mon émission, on s'en fout. Non, le truc, c'est que je voudrais que tu te dises, parce qu'on a toujours tendance à se dire, ouais, mais les mecs, ils sont là-haut, il n'y a pas de problème, tout ça. Combien de fois est-ce que tu as perdu 5 000 € ces 2 dernières années? Au moins. Allez, et la pire année, les 2 dernières années, 20 fois. Ouais, à la louche. Minimum. Ouais. Et combien, et la plus grosse monnaie en une fois que tu as perdu, c'était environ combien? 200 000. Voilà. Donc, mais c'est ce que me demande mon contrôle fiscal. Je les ai déjà perdus, tu ne peux pas me les réclamer, ok? Je ne peux pas payer ton contrôle fiscal. mais en fait, voilà. Donc, le truc, en fait, ce que je veux que vous compreniez, ceux qui regardent et qui écoutent ça,
c'est qu'en fait, elle prend des cartouches tout le temps, Maïté. Et c'est ça qui est bon. Et en fait, mais elle continue à avancer. Elle avance, elle est constructive et elle part dans d'autres trucs. Ça marche pas, c'est pas grave. Boum, on va optimiser, on va machin, on va le mettre avec tout le temps en train de faire un jeu de Lego, de construction dans sa tête. Quand elle vous parle de ses projets, c'est un truc de. Mais vous savez pas où elle est. Et en plus, elle gère tout en première main, c'est-à-dire qu'elle a plein de personnes qui l'aident, forcément, et elle les paye pour ça. Mais le délire, c'est qu'elle est tout le temps en train d'implémenter. Et là, j'ai fait ci, là, j'ai fait. Elle part dans tous les sens. Une fois avec Yannick, on s'est posé la question, on a eu mal à la tête, on savait pas où c'est qu'elle était. Mais c'est ça, en fait. Et le truc, c'est que elle prend des cartouches, 5 000 € pour nous, c'est la fin du monde. Mais elle prend des tirs, elle perd de l'oseille. C'est une personne qui est habituée tellement à perdre, à rebondir, qu'elle rebondit. Au-delà aussi de rebondir, Maïté, tu sais pas, on a une connaissance en commun. Il se trouve que tu as travaillé avec un ami d'enfance à moi. Ce que je peux dire, c'est que tu perds pas de temps non plus dans ce que tu veux. Il se trouve qu'il s'appelle Carlos. Il travaille pour une, pour une, Oui. pour une grande entreprise. Voilà, c'est un ami d'enfance à moi pour le coup. Et du coup, tu perds vraiment pas de temps, alors qu'il a l'habitude quand même de traiter un certain nombre de données. Tu perds pas de temps dans ta commande et où tu veux aller. Et si ça ne fonctionne pas, tu ne perds pas de temps non plus pour arrêter le projet si pour toi il n'est pas viable. Et tu ne t'entêtes pas à dire ok, là j'ai telle personne ou telle personne, telle compétence, je vais continuer parce que la personne s'est déplacée. Ce qu'on pourrait se dire quand on commence, tiens, j'ai accès à telle personne, bon bah je vais faire travailler un peu, on va voir. Je trouve que ça, je le partage comme ça parce que j'ai appris indirectement de toi sans que tu le saches là-dessus. J'ai trouvé ça hyper pertinent, je le partage du coup avec l'audience. Alors ça, c'est quelque chose, pour tout vous dire, que je ne savais pas qui était une compétence exacerbée. Je me rends compte de ça, de ce que tu viens juste de relever, cette pépite-là. J'ai un pote à moi qui est un grand patron de la DIRCOFI, des impôts, et qui un jour me regarde et qui me dit « Mais tu sais, moi dans ma vie, j'en ai vu des entrepreneurs, parce qu'il a contrôlé un paquet de gens. J'ai vu dans ma vie des gens, mais les deux seuls qui ont la capacité de pouvoir dire le bateau et Saint-Constant, hein, on prend, c'est tout à droite, c'est tout à tribord ou tout à bâbord, c'est comme tu veux. Il n'en avait vu que deux. Il avait vu à l'époque, visiblement, le patron de Fiat. Il me dit, la seconde personne que j'ai vu savoir faire ça, c'était toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, on ne va pas s'épuiser, on va pas. Et c'est vrai. Alors, quelquefois, vous savez, ce n'est pas très simple aussi de travailler avec des gens qui ne sont pas habitués à cette forme de travail, de management, en disant bah, écoute, c'est bon. Moi, je monte des projets quelquefois qui me prennent un temps fou. Là, on est sur un système de call center avec des appels et des machins. Et j'ai dit aux gars, dernière période de test, c'est fin novembre. Ça m'a coûté du temps, de l'argent. Et là, pareil, on est dans les 10 000 € d'investissement sur le projet. Si ça marche, j'en récupère pratiquement en termes de budget, je récupère 2 millions d'euros. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je ne vais pas faire une phase de deuil pour ça. J'ai passé du temps, ça marche. Et en fait, c'est un peu comme la prospection, les projets. Et l'autre travail, c'est ça. C'est qu'il te faut quand même voir 10 clients pour signer 8 ventes. Et tu en as 2 qui perdent, et tu as un ratio. Et ce ratio, il faut l'intégrer, c'est d'une phase normale. Mais moi, je ne comprends pas quand j'ai des dirigeants qui font des interviews et qui disent « Ah non, mais moi, je n'ai jamais eu d'échec, il ne m'est rien arrivé. » Il faut arrêter. Ce n'est pas sain pour les gens qui écoutent, ce n'est pas sain socialement. Et pour des gens qui connaissent et qui sont dans les coulisses, on est tous morts de rire. Bien au contraire, c'est dur, c'est difficile, c'est des échecs, il faut les surmonter, c'est des enseignements. Et si ce n'était pas un échec, enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je vis l'échec, c'est que chaque fois que je me plante, je me dis, est-ce que tu es bien allé jusqu'au bout du bout? Est-ce que tu as fait tout ce que tu as fait? Est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce que c'était la bonne technologie? Oui, non. Si j'ai le moindre doute, je vais rebalancer 2000 s'il le faut pour aller jusqu'au bout. Et là, si c'est vraiment mauvais, là, clac, je classe. Et quand on vient me voir, me disait, j'ai une super idée. Ah oui, c'est laquelle? Ah oui, j'ai l'idée de faire ça. Ok, tiens, tu sais quoi? Épargne-toi. J'ai investi pour toi. Ça. Et c'est pour ça aussi que les gens me paient une fortune en termes de consulting. C'est que derrière, j'arrive avec des solutions en leur disant, non, mais ça ne marche pas. Parce que tu as beaucoup testé, parce que tu t'es dit soit j'apprends, soit je réussis, et comme tu l'as dit sur un bon nombre de fois, tomber 7 fois, se relever 8 pour le coup. Exactement. Et c'est bon d'avoir des échecs, parce que je vais vous dire, si moi, je n'avais pas eu d'échecs dans ma jeunesse, le premier échec dans ma vie professionnelle, j'aurais arrêté, je serais repartie avec mes gosses et j'aurais fait de la soupe. Hein.
On est bien Ouais. d'accord. Parce que c'est ça la problématique. C'est l'enseignement à gérer les échecs, c'est quelque chose. C'est pas anodin. On a besoin de ça pour gérer. Mais est-ce que aussi le fait, parce qu'après je te laisse la main, est-ce que aussi le fait que tu n'aies pas accepté, je vais reprendre une expression que tu as utilisée, je vais faire un petit clin d'œil à Avatar pour le coup, le fait que tu n'aies pas accepté aussi qu'on te pisse dessus en te disant, bah tiens, non, en fait c'est de la pluie, tu vois, sur un certain nombre de fois, tu vois, de aussi savoir mettre Oui. tes limites, poser tes limites, tu vois, surtout dans notre société en tant que femme, sans violence, mais savoir aussi poser tes limites, et comment tu as fait par rapport à ça aussi? J'ai pas de limite, hein. On va être très clair, j'ai pas de limite. Ça veut dire que s'il y a, et m'est arrivé hein, d'avoir des dirigeants, parce que j'étais une femme, c'était problématique pour eux. Sauf qu'avec les années, je suis devenue l'incontournable de certaines résolutions de problématiques et que malheureusement pour eux, la vie fait qu'ils sont obligés de passer et de m'appeler. Et c'est là où, quand, hein, je fais l'expression, hein, voilà, ce qui tape là-dessous, c'est pas mon bras. Ça veut dire qu'à un moment donné, le type, il a fait le tour, il pensait que, voilà, je suis une femme, je vaux un bras, et que derrière, eh bien, il est obligé, au bout d'un mois et demi, d'avoir fait le tour et d'avoir activé, et que ils disent, il faudrait appeler Maïté Quintana, et qu'on lui dise, si tu dis ça, c'est que tu l'as déjà eu au téléphone. Oui, non, mais on va pas l'appeler pour toi. Ça va, on va se carboniser avec. Parce qu'ils savent aussi derrière que, voilà. Moi, perso, avoir été une femme, ça n'a pas été un problème. Voilà. Si, j'ai travaillé 2 fois plus que les autres. J'en ai pris conscience et en partant, je me suis dit, ben là, ça va s'arrêter. Je vais travailler pour moi, comme ça, moi, je saurai pourquoi les 2 fois, je vais les travailler. C'est quelque chose que j'ai transformé assez rapidement. Mais dans l'absolu, on ne peut pas… on ne peut pas, et encore une fois, je la répète, cette phrase, je connais des hommes qui sont sous des plafonds de verre aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est attaché à la femme. L'inégalité sociale, bien sûr, elle existe, elle est là. Quand on voit aujourd'hui notre gouvernement, qu'on nous met de ses chèvres, la ministre du Travail, ou même celle qui était à la communication pendant le Covid, voilà. Je me dis sincèrement, là, on est très fort. On nous envoie des chèvrasses qui disent des âneries à longueur de journée pour encore démystifier la compétence de la femme dans la politique. Je trouve ça dommage. Voilà. Ils doivent bien voir, ou alors ils sont aussi con qu'elle, mais ils doivent bien voir que la pauvre femme, voilà, elle dit des conneries. Après, à un moment donné, Emmanuel Macron a décidé que plus personne ne devait parler à part le Premier ministre. Il a bien fait, il les a tous gardés dans le couloir. Il y a des choses comme ça qui sont importantes. Enfin, tu fais pas. Et s'ils veulent continuer à mettre des chèvres pour gérer, alors qu'il pourrait y avoir cette intelligence émotionnelle de la femme et de l'homme qui permet de pouvoir faire une mixture et une putain d'intelligence qui est vraiment digne de ce nom. Mais bon, ce n'est pas leur choix, c'est pas grave, il viendra. J'espère, avant de partir de cette terre, avoir la chance de pouvoir vivre. En tous les cas, au minima, une première ministre en France et avec beaucoup de chance, une présidente de la République femme, parce que je pense qu'une femme qui gère ses affaires, gère ça en bonne mère de famille et elle n'envoie pas ses enfants à la guerre et elle n'envoie pas… Enfin voilà, elle ne fait pas manger n'importe quoi à ses enfants. On a un autre mindset, surtout quand elle a été mère. Maïté, j'attends. Dis-moi, est-ce que si en premier point, j'ai envie de te dire, si tu es entrepreneur, qu'aujourd'hui tu as envie d'avancer, est-ce que le premier point que j'ai noté, moi, rien à perdre, est-ce que tu valides? Oui. En deuxième point, moi j'ai noté que tu te dis toujours, ouais, comment je pourrais faire en fait pour avancer? Grosso modo, c'est ça. Comment je fais pour avancer? Problématique, boum, comment est-ce que je fais pour rebondir, pour avancer? Est-ce que c'est bon pour toi? Non, la vraie phrase, c'est être dans l'action. Non, ça résume, mais c'est pas… Ça, c'est la conséquence. Mais le vrai plan d'action, c'est il faut bouger. Si tu ne bouges pas, il ne t'arrive rien. Et si tu veux que quelque chose change dans ta vie, tu dois changer quelque chose que tu fais tous les jours. Ça, c'est la première chose. Donc, même si ton entourage te dit tu es un ventilateur… Ah, elle les a fait. Elle les a fait. Ok. Est-ce qu'en troisième point… Attends, Pascal, on a un truc. Elle vient de le faire, je suis obligé de le faire. Elle l'a fait, tu vois. Est-ce que rien de personnel? En fait, est-ce que l'échec professionnel est un échec personnel? Bon, la réponse est dans la question, mais je voudrais que tu nous dises ce que ça te fait, toi, personnellement, en fait, de perdre de l'oseille, d'avoir une action que tu as menée et une graine que tu as semée et qui ne va pas pousser. Qu'est-ce que ça te fait à toi, personnellement, Maïté Quintana? Alors, moi, suivant ce que je vais perdre dans l'ampleur du projet ou dans l'argent, je vais avoir un temps
qui est différent. Quelquefois, c'est 5-10 minutes sur l'échec. Ouais, voilà, j'en sors. Alors, je l'analyse. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? L'enseignement, OK, terminé, réglé. Certains, j'ai besoin d'une belle journée. Une belle journée où je fais du Netflix, où je fais des trucs pourris, je bouffe des bons becs et du chocolat à longueur de journée et je suis en pyjama et je glandouille. Ah, la phase 3 d'Hudson, Maïté, elle la passe en Porsche, rapido à 300 km/h. T'en as qui vont passer 3 mois à faire la gueule, à bouffer de la glace devant Agendas, devant la télé, comme ça, à chialer. Maïté, une journée, voilà, c'est bon, je me remets à l'aise sur la saison 4 et puis voilà. Mais pourquoi je suis comme ça? Parce que j'active souvent la résilience. C'est quelque chose qui apporte. En fait, dans tous les cas, c'est un outil que j'ai dans la main droite. Donc, quand j'ai besoin de l'activer, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans ma boîte à outils émotionnelle, dans quel étui je l'avais rangé, dans quelle étagère, etc., comment on s'en sert. Je ne me souviens plus, voyons le mode d'emploi, etc. Moi, je l'ai sur la main droite. Donc, du coup, ça me permet d'avoir une capacité de résilience par rapport à ça, où je vais sortir mon enseignement. Je vais me dire, voilà. Et là, je fais une phase de deuil dans la journée où je glandouille et je regarde du Netflix toute la journée. Je me dis, voilà, tu as passé peut-être 3 mois sur ce truc, tu as filé 3 mois de ta putain de vie sur ce truc et tu n'en fais rien. La prochaine fois, quelle est la question que tu dois te poser? Et par rapport, il y a une question de Simocha pour faire peut-être le lien aussi avec l'ikigai, puisqu'on en a peu parlé encore. Attends, on va en parler tout à l'heure d'ikigai. Non, j'ai pas l'ikigai là, j'ai une question en fait. Il y a une question de Simocha sur comment travailler sur notre identité pour nous réaligner et comment savoir on fait correspondre en fait, tu vois, ce à quoi on aimerait participer. Tu vois, toi, tu as dit effectivement, tu as été dans cette capacité de résilience, avancer. Ça t'a plu en fait de vendre, tu vois, tu t'es découverte comme ça. Est-ce que tu t'es dit, bah voilà, il n'y a que la vente, ou tu t'es dit, bah il y a la vente et il y a peut-être autre chose. Je continue là comme ça dans la vente, et puis s'il y a d'autres choses, bah, je prends aussi au passage. La vie est magnifiquement bien faite. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, vous faites quelque chose, mais c'est juste des escaliers, c'est une montagne, on arrivera au sommet. Vous faites quelque chose, c'est un palier, vous allez attraper une compétence, vous allez modéliser cette compétence, ce savoir et vous allez l'intégrer. Et c'est ce qui va vous amener au palier supplémentaire. Vous allez pouvoir faire d'autres choses qui peut-être n'auront rien à voir avec la vente et on s'en fout. Mais en tous les cas, être en action, c'est ce qui vous permet de pouvoir grimper et monter au sommet. C'est vraiment ça, en fait, hein, la philosophie. Il ne faut pas se dire, OK, je suis fait… Moi, quand j'ai pris conscience que j'étais une intellectuelle, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, je suis en comité de direction chez Club Internet avec Fabrice Sergent et tout le staff, où je fais mon premier codir, où là-dedans, on me dit, non, Maïté, il faut absolument qu'elle soit dans les codires. OK. C'est quoi les codires? J'arrive là, pardon. C'est quoi les codires? Les codires, c'est les comités de direction. Dans les actionnariats, tu fais des réunions qui sont en fait les réunions des grands penseurs. OK. Donc, tu étais une grande penseuse? Non, pas du tout. En fait, ils avaient besoin de mon background et des compétences pour pouvoir, à chaque codir, acter sur la faisabilité des choses. D'accord. Okay. D'accord. Okay. Étant moi-même, à l'époque, pas tout à fait, j'étais même pas directrice commerciale à ce moment-là, j'étais juste DIRCO adjoint. Donc, du coup, ils avaient besoin de moi pour acter. Mais quoi qu'il en soit, la première fois donc, où j'assiste à ce comité de direction, donc moi je pense que je suis Manuel. Ça veut dire qu'il y avait Manuel, Manolo et encore d'origine espagnole, donc au niveau n'y a rien de péjoratif pour les Espagnols et les Portugais, mais qui fait ça, qui fait des murs, etc. Et moi je ne vois pas qu'il y a le cerveau aussi qui fonctionne. Ça veut dire que dans mon jeune âge, j'ai cette croyance, on me dit ah ben non, mais il ne fait que poser que des briques. En fait, il n'est pas intellectuel. Et moi, je me dis, ben voilà, moi, je fais des choses avec mes mains, avec mon ordinateur, avec truc, donc je suis une manuelle. J'ai la data qui est faussée. Et là, je me rends compte à ce codir où je commence, on me dit, mais Maïté, qu'est-ce que tu penses si on fait ça? Ben non, mais attendez, la concurrence fait ça. Et moi, j'avais une expertise du marché, j'avais vraiment, je savais tout ce qui se faisait. En plus, j'étais geek, j'étais hackeuse depuis l'âge de un peu plus de 20 ans, donc c'était vraiment mon dada. Et là, j'ai le directeur général du Club Internet qui me dit, waouh, mais t'es hyper intelligente. Et là, je le regarde, je me dis, ah, il veut peut-être me sauter. Parce que c'est la seule chose qui te vient à l'idée. Tu as un raisonnement court, tu te dis, parce que c'est une croyance, donc tu remets en question même ce que ça est en train de te dire. Et là, quand on me dit, mais tu vas prendre tous les projets en main, et là, je me dis, les mecs, ils sont margeaux, ils sont en train de me filer des millions d'euros à moi, à la gueule, qui vient de Toulouse et qui n'a pas un putain de diplôme en main à part celui de secrétariat.
Et c'est là où je prends conscience qu'en effet, je suis une intellectuelle, mais j'ai développé ma partie manuelle, pensant que j'étais manuelle jusqu'à l'âge de 20 ans. Ce qui est assez paradoxal. Donc, non, il ne faut pas se focaliser, il ne faut pas se bloquer, il faut s'ouvrir, il faut avoir le champ du possible ouvert, il faut s'intéresser à tout ce qui nous passionne. Et c'est là où on trouve, enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça. J'avais une amie il y a quelques années, elle est décédée maintenant, chaque fois, elle avait un petit troquet du côté de Mozac, après Muret. Et quand je m'arrêtais la voir, elle me disait, tu sais, quand tu rentres comme ça, j'ai toujours peur que tu m'annonces que tu travailles à Purpan et que tu es chirurgien. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Je sais pas, c'est toujours la peur que j'ai. En fait, chaque fois que j'allais la voir, j'avais un nouveau job, j'avais un nouveau truc, et elle buvait mes paroles. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, ah ben, je fais ci, etc. Puis moi, j'ai toujours été de nature très enthousiaste. Et elle me disait, j'ai toujours peur que tu rentres, que tu me dises que tu dis, parce que il serait capable de t'embaucher. C'était assez marrant, mais ça reflétait l'image que je donnais à l'époque, entre 20 et 25 ans à l'extérieur, quoi. Maïté Chaton, je t'ai donné les 3 points tout à l'heure de ce que moi, qui étaient des bons exemples à faire pour avancer. Je voudrais que tu me donnes un 4e point de ce que tu remarques chez les entrepreneurs d'une échelle, on va dire, de démarrage, en fait, qui sont en train de faire la première, deuxième marche de l'escalier. Quelles sont les erreurs, en fait? Qu'est-ce que tu retrouves, les trucs les plus souvent toi, tu as envie de dire, les gars, arrêtez de faire ça, les copains, ça sert à rien, c'est de la merde. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais, en fait, qu'est-ce que tu retrouves, en fait, dans le caractère, dans les actions, voilà. Qu'est-ce qui te… Alors, je ne vais pas être gentille et on risque d'avoir de la perte. Il va y avoir des déconnexions. On a attendu la fin. On le coupera au montage. Au montage, mais il y a du live quand même. Donc là, on va se retrouver avec une perte. Mais je veux dire, on va perdre des morts. Là, on va ramasser des morts sur le champ. On prend les stylos, on se crème les oreilles. La problématique, le premier syndrome, c'est que les entrepreneurs attendent d'être foudroyés. Et quand ils attendent d'être foudroyés, dans mon jargon, c'est il faut que tout soit super nickel, tout soit prêt. Donc, moi, quand je les femmes me disent oui, dans 2 ans, j'ai un projet, je vais monter ça. Et pourquoi tu attends 2 ans? Ah non, parce que tu comprends, il faut que je sois prête. Non, mais c'est bon, quoi. Envoie la sauce, si tu sors la V1, elle va vivre. De toute façon, tous les projets, alors quand je dis ça, c'est en connaissance de cause. Tous les projets, même finalisés, 3 mois après, ils ont bougé de gueule parce que finalement, le marketing a bougé, la strat a bougé, finalement, ce qu'on a pensé, c'est pas tout à fait ça. Enfin bref, il y a tellement de choses qui bougent. Ça, c'est le premier point. Donc ça, qu'ils attendent de foudroyer. Deuxièmement, ils ont le syndrome de « on va venir me sauver ». On va venir sonner à ma porte et on va venir me porter tout ça, cuit dans la petite boubouche, parce que ma maman ou mon papa, dans mon nid, me portait à manger, me portait la béquille. Et là, ils ont l'impression, primo, que s'ils fréquentent des gens, par exemple, comme moi, la réussite va être contagieuse. Ça, c'est la première chose. La seule chose que je peux faire, c'est partager mes clés, mais ça ne contamine pas, parce qu'inutile de vous dire que j'aurais déjà fait un banc de production où il y aurait des petits sachets qui partent à 150 $, livrés par Amazon, et on serait bon là, on serait bon en termes de marketing, voilà, c'est contagieux, tu te saupoudres, mais la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ensuite, il y a ce foutu alignement dont vous parliez tout à l'heure, qui est l'acceptation de mon passé, de ce que je suis en train de faire aujourd'hui et de là où je veux aller, qui fait que ça, c'est ce qui va faire que ça va me donner la force et me mettre sur le bon chemin pour prendre les bonnes décisions et arrêter avec les doutes, les peurs déposées par l'autorité, déposées par les copains qui vous disent « Ah mais non, mais tu vas monter un projet, tu t'imagines, tu vois, je te l'avais dit, ça n'allait pas marcher, alors maintenant, en plus, tu as le Covid. » Alors là, c'est bon, là, vous allez vous coucher le soir et là, vous commencez à enterrer votre projet avec la procession, les pleureuses derrière, un peu à l'italienne. Il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. Si vous pensez que votre projet est bon, ben, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Et mettez une date courte. Putain, arrêtez de me dire dans 1 an et demi. Mais non, tu prends ton projet, tu prends. Et si dans 3 mois, il n'est pas sorti de terre, c'est que ce n'est pas pour toi. Tu n'as ni la compétence, tu ne peux pas te la payer. Donc, l'histoire, la messe, elle est dite. Passe à autre chose. C'est marrant ce que tu dis, parce que je vais faire une petite parenthèse. Tu vois, là, par exemple, pour t'accueillir, là, aujourd'hui, tu vois, on se lance dernièrement. Et tu vois, moi, j'arrive avant, une heure avant, déjà, j'envoie le truc à Pascal, tu vois. Je lui envoie un message, t'arrives quand, tu sais, pour essayer de préparer. Et lui, toujours la même. J'arrive dans 10 minutes. Et tu sais, il est moins 10, en fait. Tu vois. Je joue à mon petit jeu sur mon petit PC. J'ai un petit jeu et je finis. Et puis voilà, j'arrive. Mais ce qui m'apprend, c'est pour ça que j'appuie ce que tu dis là, c'est effectivement sur cette peur de vouloir être, tu vois, le soi parfait, en fait. De se dire, attends, il y a les éléments, tiens, il y a ça, on va faire ça comme ça. Et de mettre de côté à la fois la spontanéité et le fait de, bah ouais, là, ça existe, c'est parti. Et c'est en faisant qu'on apprend, en fait.
vraiment en faisant qu'on apprend. Alors ça, c'est la première chose, ça c'est la première tagline, c'est ce que je dis toujours, c'est en faisant qu'on apprend. Mais en plus de ça, c'est pas le moment d'être parfait. C'est pas là où il faut être parfait. Il faut être parfait à un moment donné dans le business. Ouais. Que les choses soient claires à un moment donné, si elle existe, cette phrase, c'est qu'il y a une raison. Mais Ouais. c'est quand vous avez vos clients et que vous êtes en train de faire, de faire du livrable. Ça veut dire que vous avez encaissé quelque chose et là, il faut être parfait. C'est le seul moment où il faut être parfait. Le reste, moi, je vais vous dire, quand j'ai démarré Booster, donc à la fin de Booster, je faisais 3700 bulletins de salaire par mois. La structure dont tout à et 3700 copains, 3700. Moi, à 6, je pleure tous les mois. Putain, les URSSAF me disent que 3700. 3700, c'est même pas ce que je paye en URSSAF par mois, les copains. Moi, j'avais de bulletins de salaire. C'est ça. C'est ça. Donc, quand vous faites 3700 bulletins de salaire, vous avez déjà, dans la forme de management, dans la forme de fonctionner, vous faites une putain de montée en compétences. Et à l'époque, d'ailleurs, quand j'ai arrêté avec cette structure, j'avais déposé un livre qui s'appelait « Les coulisses d'une dirigeante » et un autre qui s'appelait « Le burn-out social d'une dirigeante » parce que quelque part, vous devenez dingue. Il faut dire ce qui est. Et aujourd'hui, je suis dans une structure beaucoup plus light, beaucoup plus adaptée en tous les cas à ce que je veux faire. Et avec une rapidité, parce que moi, ce qui m'intéresse quand je bosse, c'est avoir une rapidité d'exécution. C'est pour ça que j'ai des petites équipes qui sont extrêmement compétentes et que je paye un bras, mais qui, dans l'absolu, sont là. Et ça, c'est… On en était où, là? Man, dis, arrête de me couper, Pascal. Qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Non, il a rien dit. On a sur 3700 bulletins de salaire. Non, on a juste parlé de c'est en faisant qu'on apprend et tu as rebondi là-dessus en disant qu'effectivement, quand à l'époque, voilà. Voilà, et c'est là, et soit parfait, c'est dans le livrable qu'il faut l'être. Il faut l'être parce que c'est important, c'est ce qui fera la différence entre vous et quelque part votre confrère, votre concurrent. Le reste, pas grave. Je vous dirais, tous les gens qui veulent être parfaits, regardez un petit peu ce qui se fait autour de vous et citez-moi un truc qui est parfait. Quand vous avez Free, des fois, vous êtes là, vous essayez d'avoir le service technique, ça passe 3 plombes, putain de bordel de merde. Vous allez au resto, des fois, le truc, vous le demandez saignant, il est trop cuit, il n'est pas assez cuit. Vous achetez une paire de grolles, il manque les lacets. Enfin, vous voyez l'imperfection partout, chez tous les grands de ce monde, et vous pensez que vous devriez être parfait. C'est pas normal. On s'en fout déjà. Soyez parfait dans l'intention. Commencez. Maïté, je sais qu'elle bastonne au taquet de projets, là, des projets qui partent dans tous les sens. Et forcément, de base, ils sont imparfaits. Elle sait qu'ils sont imparfaits. Mais derrière, après, elle implémente les trucs qu'il faut. Et derrière, c'est un bon projet. Et elle fait des ronds et elle vit son talent. Si vous voulez être parfait, c'est pas pour déjà, dites-vous, lâchez prise sur ça. Dites-vous que c'est pas possible d'être parfait. Soyez au mieux. Essayez de faire j'ai un adage qui dit obligation de moyens, pas de résultat. Voilà. Et depuis que je fais ça, en fait, ça m'a assez sauvé la vie parce que ça se voit pas au premier coup d'œil. Mais avant, j'étais perfectionniste. Voilà. Alors, Maïté. Mais même au deuxième coup d'œil. Elle a levé le doigt. Non, Maïté a levé le doigt. Je lève le doigt parce que c'est important de savoir que quand on veut être absolument parfait, c'est ce qu'on appelle des petites voix. Ça a été déposé par votre éducation, non pas par votre cerveau. Et ça, c'est important de l'intellectualiser parce que ça ne vous appartient pas. C'est votre mère ou votre père, ou en tous les cas le parent référent ou dominant, qui, lui, n'arrêtait pas de dire « fais ça correctement », etc. Et c'est devenu une petite voix. Il y a 4 petites voix comme ça qui cadencent nos vies, suivant les profils. Ça ne vous appartient pas. Voilà. Et pour aller illustrer l'exemple que donnait Pascal, moi, quand j'avais des gros clients et que je n'étais pas parfaite, quand je m'en vais chercher un Orange, alors que je n'ai pas les équipes, je n'ai pas la carrure qu'il faut ni l'aura, je faisais ce qu'on appelait la vérité si je mens, la journée vérité si je mens, et j'employais des gens en CDD jusqu'à 25 voire 30 personnes qui étaient dans le bureau, qui étaient payés à saisir du LSA, et il y en avait un, il était payé toute la sainte journée, il avait des espèces de classeurs sous le bras, sa tasse du café comme ça, et son bout de job, c'était se promener dans le couloir. Voilà. Et les mecs, ils arrivaient, mais putain, t'as un paquet de monde. Ah ouais, non, c'est une super méga. On était 8, hein, je vous la fais courte, et je décroche Orange. Et il faut savoir que le contrat Orange, moi je me souviens de ce contrat que tu avais, que je crois qu'il y en avait qui s'étaient bourdés dessus. Et toi, tu arrives toute petite de Toulousain, le gars te dit, dis combien de commerciaux il te fallait? Il me fallait 1500. Il lui fallait 1500 intérim à Maïté, là, pour 14h, il était 13h52.
Et elle dit au gars, écoute-moi bien, file-moi le marché, moi je vais te le faire. Hein. On n'aura pas les 1500, mais crois-moi bien qu'on va faire un truc. Et tu as eu les 1500, c'est bien ça? Tu as réussi à avoir un temps record. En fait, ce que j'ai dealé, ça veut dire que je me sers de cette opportunité où ils sont en demande. Ça faisait 3 ans que je leur courais après. Et là, ils me disent, donc ils avaient fait tout le tour, mais personne n'avait de cash. La technicité, c'était quoi? C'est d'avoir du cash. Et moi, les premières années, je n'avais pas distribué de dividendes, donc j'avais plus 3 millions d'euros de trésor dans la boîte. Et je m'en servais que pour prendre les contrats de fin d'année, parce que je savais que mes concurrents ne pouvaient pas faire ça, puisque toute leur trésor était mobilisé, ce n'était pas possible. Et quand ils viennent me voir dans le deal, je leur dis, moi, je vais vous le faire. On est OK. Je vais vous faire ce que je peux faire un maximum. Donc, ça veut dire ça sera 700, ça sera 800. Et en échange du service que je vous rends, je veux que l'année prochaine, vous commenciez à me donner tous les additifs. Et c'est comme ça que je mets le pied. Ça veut dire que je fais en effet les 1500 avec un taux de service extraordinaire. Alors ça, c'était le miracle de la vie. Parce qu'on avait toujours un taux de service. Tu as toujours quelqu'un qui se fait écraser. Tu as toujours quelqu'un qui se suicide. Non, mais là, non, rien. Tout le monde était là. Et en janvier, je m'en vais débriefer. Et c'est comme ça que je rentre et qui, à terme, quelques années plus tard, pesait plus de 6,5 millions chez moi en termes de budget. Donc ça, c'est aussi saisir des opportunités. C'est pas se dire que tout est écrit dans le marbre. Il faut savoir être à un moment donné, se dire, OK, quel est mon intérêt? Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Dans ma vie, j'ai une phrase qui me cadence depuis mon jeune âge. C'est, est-ce que ce que je suis en train de faire là est bon pour moi? Et ça va pour la vie familiale, la vie de couple, pour la vie professionnelle, la vie amicale. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est bon pour moi? Ce n'est pas si j'ai du sens, c'est bon pour moi. Si c'est oui, vous êtes en alignement. Si c'est non, est-ce que peut-être par rebond, comme une partie de billard, je ne suis pas en train de revenir que je fais quelque chose qui ne m'amuse pas, mais à terme, ça peut être sympa. Je voudrais te poser une question, Maïté. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que pour moi, c'est important en fait de revenir là-dessus, il a faussé encore une fois le clou. Est-ce qu'à ce moment-là, quand le mec, tu lui dis, écoute, je vais te filer 800, est-ce que tu pensais que tu allais réussir à avoir 1500 ou potentiellement tu pouvais quand même avoir 1500, mais tu n'étais pas sûr du tout? Non. Et ce qui est important, l'enseignement là, c'est qu'en fait, vous avez une nana en fait qui déjà peut délivrer 800 contrats, donc c'est quand même un truc de ouf. Elle sait qu'elle va être imparfaite et elle propose quand même. Et c'est ça en fait la force des gens qui avancent, c'est qu'ils sont pas sûrs d'y arriver, ils sont pas sûrs de faire parfait, mais ils font. Et Maïté, c'est ça en fait la symbolique de Maïté dans tout ce qu'elle est, dans toute sa splendeur, c'est l'action. Elle en est nette, elle se pose pas de questions, elle avance, elle avance, elle avance. Voilà. Et sans des gens qui avancent, on n'aurait peut-être pas trouvé l'Amérique. Enfin, si, elle a été découverte d'abord par les Indiens, mais voilà, sans des gens qui avancent, c'est peut-être des fois qui font des erreurs, mais le truc, c'est que c'est une forme d'action et c'est vraiment ça que j'adore chez Maïté. Maïté, je vais laisser notre ami Hichem qui fait les transitions beaucoup mieux que moi, nous parler de ton programme et surtout de ce que tu pourrais nous faire croquer comme formation. Mais voilà, je laisse Hichem. Transition, Hichem. Transition, Pascal. Alors, comment faire une transition là-dessus? Ouais, merci déjà de ton partage sur ton parcours, sur ces différents points. Ne pas attendre d'être foudroyé et le dernier moment, ne pas attendre que tout vienne des autres. Et parce qu'on a accès à des personnes comme toi ou qu'on discute avec des gens qui ont du succès, penser qu'ils vont nous ouvrir les portes et que les choses vont se faire comme ça. Accepter qui on est aussi et de faire avec nos forces. Et sur le dernier point, être parfait mais dans le livrable. Et pas accepter en fait d'apprendre sur le chemin et pas attendre de regarder que l'objectif final et se souvenir que de toute façon on n'a rien à perdre, on n'a que des choses à gagner puisque rien n'est éternel. Sur le fait que sur ce que tu proposes par rapport à l'ikigai, la question, je vais rebondir sur une question que quelqu'un posait dans le chat, c'est comment savoir que ce qu'on fait actuellement correspond à notre ikigai? Alors, pour être très clair, toi qui as posé la question, je vais te répondre. Tu as le sentiment de partir tous les matins avec ton seau et ta pelle au bac à sable et de t'amuser. Si tu es dans une situation où tu y vas à contre-courant, où tu as le sentiment qu'on te juge, où tu te juges tout seul, où tu penses que c'était plus gros, c'est que tu n'es pas à ta place. Ta place, c'est quand tu pars le matin, sans te poser de questions, tu arrives là-bas, tu as tous tes poteaux, les autres entrepreneurs, les gens avec qui tu bosses. Et là, on décide. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le château de quelqu'un que l'on fait? Non, mais moi, je vais faire le mien. Chacun fait le sien. Et quelquefois, tu as des jours où tu arrives, c'est un château commun qui fait que il fera 3 mètres de haut parce que tout le monde s'y est mis. Être aligné et être dans son chemin de vie, c'est travailler avec son talent, ses compétences et son authenticité. Ça veut dire que ce que l'on est, la somme de tout ce qu'on représente fait que derrière, si
tu n'es pas en train d'aller travailler, c'est pas vrai. Et moi, ça fait des années que je ne travaille pas. Là, moi, encore une fois, il m'est arrivé hier avec un avocat, lui proposer un rendez-vous mercredi. La dame, elle oublie que c'est férié. Ah, voilà. La dame, comme elle n'a pas ses enfants, elle ne sait pas que c'est férié, donc elle s'attend un petit peu. Et le gars me répond, vous savez, c'est férié, mercredi, je ne travaille pas. Et je lui réponds très clairement, excusez-moi, j'oublie toujours qu'il y a un calendrier pour tout le monde et j'ai mon calendrier à moi. Parce qu'en fait, je m'en tape, moi, je ne travaille pas, je m'amuse. Donc, tu sais quoi, je pense en plus de ça que tout le monde est comme moi. Ça veut dire que derrière, on ne se fait pas chier à gérer des situations qui sont inconfortables. Bah, s'il faut, je travaille au final. En fait, voilà, c'est pour ça que je suis tellement dans mon truc que je n'avais pas l'impression de travailler beaucoup ces temps-ci. Donc voilà, en fait, c'est parce que je prends du plaisir. L'ikigai, est-ce qu'il n'y aurait pas une formation d'ikigai de disponible? Dites-moi, mademoiselle. Où on peut t'y retrouver parce que tu seras le premier student. Mais oui. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, mais oui, c'est vrai, je suis inscrit. Mais oui, c'est vrai. Dis-moi quand. Eh bien, Hichem, déjà, premier cadeau pour toi. Si tu veux assister à cette formation le 21 novembre, je donne. Alors, je note. Dis-moi, quelle date? Le 1er novembre, j'anime, depuis un moment, je n'en avais pas animé, j'anime cet atelier puisque, en tant que maître Ikigai, j'anime en fait cette certification de coach Ikigai qui permet d'accompagner vos clients dans leur chemin de vie, dans leur sens de vie, tout ça est digitalisé avec un processus assez particulier puisqu'on est sur des fichiers, des tests, etc. Et je vous partage toute ma compétence sur la partie coaching. Et comment on amène les gens à se poser des bonnes questions en tous les cas et à se mettre… alors, ces accompagnements sont destinés pour des gens qui veulent changer de boulot, qui sont en burn-out, qui sont à se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien? Alors, on a des gens, moi j'ai eu des gens dans mon parcours de coach qui… me disaient, voilà, moi je ne suis plus pas du tout RH, etc. Et finalement, ils étaient pour être RH, mais pas dans cette boîte-là et pas surtout avec ce manager-là. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il faut… Donc, le 21 novembre, et je vous ai ouvert un petit code de réduction spécialement pour ce petit live. Oh là là. Ah, c'est adorable. Merci. Elle n'est qu'amour. Elle n'est qu'amour. Je ne suis pas que amour, mais en tous les cas, j'essaye d'être dans le partage. Mais ne lui coupe plus jamais la parole, Hichem. Ne lui coupe plus jamais la parole. Fais pas ça quand il y a du monde, merde. Non, Maïté, fais pas ça, me coupe pas la parole, surtout quand c'est moi l'animateur, putain. Fais chier, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont penser, tous? Eh ben, tu sais quoi, ils vont penser ce qu'ils penseront. Voilà. Donc, 21 novembre, et il y a un code promo, c'est ça? Oui, il y a un code promo que Hicham va nous donner. Parce que je ne l'ai pas sur mon écran, avec le lien. Je pense que vous allez poster ça sous les réseaux. Donc, postez le code promo avec le lien de la page pour pouvoir bénéficier de cette promo. Ça marche. Il y aura, pour d'autres personnes qui veulent faire pour plus tard, mais ça ne sera pas moi qui l'animerai personnellement. Voilà, je voulais juste préciser, c'est la dernière que je fais de l'année 2020 et je n'en referai pas sûrement avant septembre l'année prochaine. D'accord. Donc, si j'ai une formation avec Ikigai, les copains, ce serait mieux de le faire avec Maïté. Ça, voilà. Autant au niveau de la forme que sur le fond. Non seulement ça ne change rien au prix, tu es avec le maître Ikigai et en plus tu as un bon réduc. Tu sais quoi? Allez, ça va bien se passer. Du coup, ça dure combien de temps? Parce que tu avais deux dates, 1er novembre, 21 novembre, juste pour que tout soit bien. Non, c'est le 21 novembre, la formation. Et il y a 7 heures qui se font en e-learning. Vous faites le processus Ikigai. Vous découvrez la boîte à outils, en fait, Coach Ikigai, et ensuite on fait la cimentation et toute la philosophie de l'accompagnement pour mener à bien tout ça. Ok. Et ça dure quoi, une journée, 2 jours, juste pour une journée, samedi, toute une journée. Toute une journée, parfait. Ça démarre à 9h du matin et vous finissez vers 17h30, complètement explosé en vous disant cette femme est folle. Super, et tout ça digitalisé de la maison, dans le confort de chacun. Magnifique. Tout à fait. En babouche. Merci. Voilà. Non, merci 1000 fois, Maïté. Vas-y, moi je tiens à dire plus qu'un merci. Je tiens à dire merci d'avoir déposé, et ça va te faire un clin d'œil, un petit bouquet de fleurs dans notre j'allais dire, maison intérieure en tout cas, et qu'à chaque fois qu'on le souhaite, on pourra revenir goûter à cette belle énergie. Donc merci à toi d'avoir pris le temps et d'avoir déposé ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Moi pareil. Tout pareil, plein de bisous Maïté, merci beaucoup. Non, mais je vais me faire tuer.
J'ai vu un laser passer devant tout à l'heure, là, comme ça, je me dis, on n'est pas loin. Et qu'est-ce que je veux dire? Merci beaucoup. J'espère te revoir dans l'émission parce qu'en plus, tu as une actualité qui est super variée tout au long de l'année et tout. Donc, j'espère te revoir sur d'autres sujets. Et merci mille fois. Et gros bisous à tout le monde. Et voilà. Plein d'amour pour toi, Maïté. Et merci à vous tous. J'espère que vous avez passé un délicieux moment. En tous les cas, moi, je me suis régalée. J'espère que les auditeurs aussi. N'hésitez pas à marquer des petits commentaires et à me taguer sur vos pages Facebook. Comme ça me permettra de garder le lien et de suivre les actualités. Et vous savez quoi ? Le groupe te remercie. Hein. Il y a du monde qui dit merci Maïté. Je te le fais en direct pour le coup. Ah, merci, c'est très gentil. Et je n'ai que le mot de la fin. La prostitution émotionnelle. C'est ça. Ça, c'est un bouquet de ça. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. À tout ce qui ne nous va pas dans la vie, fuck. Le reste, c'est bullshit. Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Bisous, Maïté. Salut, bisous Maïté. Ciao. Elle est adorable, elle n'est pas charmante, notre super Maïté. Voilà, j'espère que vous avez passé un super moment parmi nous. Merci encore 3000 fois la Maïté. Je vais vous compiler ça rapido pour vous envoyer ça sur YouTube normalement d'ici 24-48 heures. Je viens d'acheter un nouveau logiciel, donc normalement on va bientôt l'avoir. Déjà le truc de Clément, l'interview de Clément, et ensuite celle de Maïté qui suivra derrière. Voilà. Et question la semaine Oui, prochaine. La semaine prochaine. Qui est-ce qu'on retrouve, Pascal? Qu'est-ce que... Attends, j'ai donné une heure. C'était quoi l'heure? Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas mon... C'est marqué 18h. C'est quoi 18h. À 18h, lundi prochain. Vous allez avoir une personne, je ne dirai jamais le prénom, même si là, on va quand même fortement se douter. Ce mec-là, je l'ai rencontré un jour, je l'ai rencontré il y a très, très longtemps au lycée, en fait. C'est un cousin à moi. Déjà, pour ceux qui nous connaissent, ils savent à peu près de qui c'est. Maintenant, le délire, c'est que cette personne, en fait, c'est commencé à s'occuper de moi quand j'avais 28 ans. J'étais livreur de produits surgelés. Donc, c'est mon coach, c'est mon premier coach. Et c'est toujours mon coach le plus haut. J'ai plusieurs coachs dans ma vie, mais là, c'est le central, en fait, on va dire. C'est mon mentor. Et il a commencé à s'occuper de moi. J'étais livreur de produits surgelés. J'étais à la base garage de toute ma vie, en fait. Et un an plus tard, je montais mon affaire, je me mettais dans le développement personnel et aujourd'hui, je suis ce que je suis avec les problématiques que j'ai, mais je suis très, très heureux de mes problématiques d'aujourd'hui. Je suis beaucoup plus haut dans mes journées les plus basses que les journées les plus hautes d'il y a 12-13 ans. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Il a une école de formation qui est l'une des plus connues en France, qui s'appelle la NBS. On ne dira pas qui c'est. Mais il nous partagera son actualité parce qu'en plus, il est en phase de lancement de l'animal. Super. Et c'est énormément de contenu et j'espère que via l'émission aussi, je pourrais vous apporter des pépites qui ne se feront que dans l'émission via le NBS. Super. Et parce que j'ai l'autorisation et surtout des petits cadeaux en plus pour toutes les personnes qui suivront dans l'émission l'aventure NBS qu'on vous proposera avec l'ami Hichem. Super. Voilà. Il y a qu'un mot pour la fin, tu le connais. La fin. Ah oui. Bah si. Nom de Zeus. Ah bah oui. Nom de Zeus. Ah bah oui. Parce que c'est énorme. On vous embrasse tous en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, du coup lundi 18h avec ce fameux invité mystère. Des gros bisous. Salut. Merci Fred, merci Christelle, merci Simo, merci toute l'équipe. Ciao, ciao, bisous. Voilà, c'est bien fini, notre émission.